Construire ou retrouver l'estime de soi. Il n'est pas facile de donner une définition simple et qui ne soit pas trop idéologique de ce que pourrait être l'estime de soi. L'estime de soi est la rencontre de plusieurs mouvements qui vont coexister ou se combattre à l'intérieur d'une personne, et cela au moins sur deux plans. Celui de la confrontation de l'image que l'on a de soi avec celle d'une image idéalisée que l'on voudrait avoir de soi-même. Celui de l'image de soi et des ajustements, des affrontements inévitablement liés aux attentes et désirs de son entourage. L'estime de soi touchera à la capacité de développer de l'amour envers soi-même, ce qui est largement censuré dans notre culture dans laquelle on nous demande d'aimer notre prochain et de le faire passer avant nous. Il s'agira donc de dépasser la tentation d'une complaisance narcissique à s'aimer pour s'ouvrir à un amour de respect, de bienveillance envers nous-mêmes. La capacité d'oser se faire confiance alors que nous recevons beaucoup trop souvent des messages disqualifiants de par le fait de notre entourage voit de plus souvent ce que nous n'avons pas fait et non tout ce que nous avons fait. Pour pouvoir s'appuyer sur des ressources, être conscient de ses limites, accepter sa vulnérabilité. La capacité à s'affirmer et à se positionner, ce qui suppose de se reconnaître une certaine valeur, en ayant le sentiment d'avoir une place qui compte pour les personnes significatives de l'entourage et la confirmation qu'une partie de ce que nous faisons est reconnue, appréciée, validée. La capacité de ne pas dépendre entièrement du regard des autres sur soi ou de l'intérêt qu'ils peuvent nous porter. Comme chacun pourra l'observer, en soi et autour de soi, ces différentes composantes sont rarement présentes, d'où, pour beaucoup d'entre nous, une certaine difficulté à avoir une estime de soi minimale. L'estime de soi va s'inscrire chez un enfant et plus tard se consolider chez un ex-enfant qu'on appelle un adulte, à partir de plusieurs facteurs qui seront présents ou pas dans son histoire. D'une part, de la qualité de ce que j'appelle le biberon relationnel. Le biberon relationnel est constitué par l'ensemble des messages envoyés dans notre direction par notre entourage proche, papa, maman ou ceux qui nous ont élevés, également par les enseignants et les autres personnes significatives de notre histoire, partenaires amoureux, amis, collègues de travail, etc. Pour constituer un bon ancrage dans l'estime de soi, il est nécessaire que l'essentiel de ces messages soit positif, gratifiant, confirmant. D'autre part, l'estime de soi se validera avec la qualité des expériences vécues, c'est-à-dire par la façon dont chacun d'entre nous aura accueilli, amplifié, dynamisé les messages qu'il a reçus et les aura intégrés dans une réussite et validés dans un résultat. Le facteur favorable à l'émergence de l'estime de soi est un environnement stable, sécurisant, réceptif aux attentes, sans pour autant confondre les besoins et les désirs. Un environnement qui ne pratique pas la culpabilisation, la disqualification, le chantage, la menace, un entourage qui puisse répondre aux grands besoins relationnels de tout être humain. Besoin de se dire, d'être entendu, d'être reconnu et valorisé, besoin de disposer d'une intimité et de pouvoir exercer une influence sur son environnement proche. Les facteurs destructeurs de l'estime de soi seront, pour les plus archaïques, principalement liés à des doutes sur nos origines. Est-ce que mes parents m'ont désiré? Sont-ils bien mes géniteurs? Me reconnaissent-ils vraiment comme le garçon qu'ils attendaient, comme la fille que je suis? La non-reconnaissance par ses géniteurs, le rejet par le père ou la mère, ou encore l'exposition trop fréquente à des messages toxiques ne favorisent pas l'inscription d'une bonne image, d'une estime positive de soi. L'expérience de l'injustice, de l'humiliation, de la soumission imposée sera aussi un des facteurs aggravants qui vont blesser l'estime de soi et l'empêcher de se développer. Ce sera aussi plus tard les risques d'un engrenage mortifère autour de jugements de valeur disqualifiants, de violence ou d'atteinte à l'intégrité physique et psychologique. Chacun des parents peut aider de façon très concrète un enfant à construire et à développer une estime de soi en gardant à l'esprit le schéma suivant qui devrait lui permettre de respecter quelques règles d'hygiène relationnelle. Percevoir que dans une relation, nous sommes toujours trois, l'autre, moi et la relation. Que cette relation a deux extrémités et qu'il nous appartient de ne pas parler sur le bout de l'autre, mais de se définir clairement à son bout en termes d'apport. Voici ce sur quoi tu peux compter venant de moi. D'attente. Voici quelles sont mes attentes et de zones d'intolérance. Voici ce qui sera blessé et profondément atteint en moi.
Ne pas entretenir une collusion entre sentiments et relations et percevoir ainsi une différence entre la personne et son comportement. Je t'aime toi, mais je n'apprécie pas ce que tu as fait. Être conscient que si j'envoie des messages positifs, cela nourrira la vivance de la vie chez l'autre, dynamisera ses énergies, confirmera son amour pour lui-même et son estime de soi, et que si j'envoie trop de messages négatifs, je peux blesser la vivance de sa vie, rendre ma relation énergétivore pour lui et ainsi inhiber l'amour et l'estime qu'il pourrait avoir pour lui-même en suscitant des doutes, de la non-confiance et des blocages. En résumé, l'estime de soi est une des composantes majeures dans la construction de tout être humain pour lui permettre de se relier au monde et de pouvoir vivre sa vie à pleine vie. Pour lui permettre également d'affronter avec plus de dynamisme, avec ses propres ressources, les différents écueils et les difficultés inévitables qu'il aura à traverser tout au cours de sa vie. L'estime de soi est un élément majeur pour accéder à l'autonomie et éviter d'entretenir la dépendance affective envers les autres, ou les addictions, prise de drogue et autres poisons, avec lesquels certains vont aliéner leur vie. Nourrir sa vie. Le propre du vivant sur la planète Terre, c'est qu'il a besoin d'attention, de respect et de soins. Dans notre culture, nous ne semblons pas considérer la vie comme une entité distincte de nous, ayant une spécificité qui va au-delà de la parcelle de vie dont nous sommes porteurs. Elle ne représente pas pour la plupart d'entre nous un enjeu concret, palpable, à défendre et auquel se confronter. Tout d'abord, il faudrait différencier la vie de l'existence, c'est-à-dire mieux conscientiser la façon dont nous conduisons l'ensemble de nos relations à notre environnement, de l'adéquation ou de l'accord plus ou moins équilibré qui peut exister entre nous et les autres. La vie pour beaucoup semble acquise, installée et durable, le temps d'une vie. Elle ne semble pas faire l'objet d'une relation particulière, d'une attentivité spéciale, sinon au travers de quelques soins élémentaires à notre corps, à nos besoins de survie autour de réponses répétitives, de vagues notions d'hygiène, de santé ou d'entretien physique élémentaire. La vie est pour certains une sorte d'évidence ou de fatalité qui pèse sur eux avec des représentations bienveillantes ou malveillantes. Je n'ai pas eu une vie facile. La vie ne me fait pas de cadeaux, ou encore j'ai la baraka, la vie me sourit ces temps-ci. La vie est une loterie, on perd, on gagne, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Dans notre éducation, il y a peu de référence à la nécessité d'un respect, ni à celle d'un éveil à l'émerveillement ou à une reconnaissance pour la vitalité, la richesse et l'incroyable diversité de ces manifestations. Aujourd'hui, au travers des violences et des auto-violences qui s'expriment dans le monde ou qui sont vécues dans notre entourage proche, la vie ne pèse pas lourd. Cette directrice d'école maternelle me disait « Dans toute ma pratique depuis 25 ans, ce qui m'a blessée le plus et m'a confrontée à ma propre impuissance, c'est le regard étonné d'un enfant de 6 ans auquel je demandais, en insistant beaucoup, de mettre son blouson pour sortir dans la cour de récréation et qui, tout en refusant, tentait de me fusiller avec un dragon en plastique en faisant ta-ta-ta-ta-ta. Je me souviendrai toujours de sa surprise. Il ouvrait de grands yeux parce que je ne me désagrégeais pas devant lui, que mon corps ne tombait pas en poussière comme dans les feuilletons japonais ou autres qu'il regardait quotidiennement. Le jour où cet enfant aura une arme, je peux imaginer que, si personne ne le confronte à une réalité frustrante, pas toujours gratifiante pour lui, sans état d'âme, il n'hésitera pas à supprimer la vie de quelqu'un qui s'opposera ou n'entrera pas dans ses désirs. C'est cela qui est effrayant. Cela est effrayant surtout pour le devenir de ces enfants du désir qui ont été élevés par des parents qui ont oublié qu'ils devaient répondre à leurs besoins. Ces enfants plus tard auront du mal à accéder au plaisir d'exister, à la possibilité d'être heureux et en accord avec un environnement qui ne s'ajustera pas à toutes leurs demandes, qui ne comblera pas leurs attentes. Tout se passe aujourd'hui comme si la vie n'était plus une valeur fondamentale entre les hommes, comme si elle avait perdu sa qualité essentielle qui est de rester vivante. Il me semble qu'elle est galvaudée, maltraitée, parce que méconnue, ignorée, coupée du réel, remplacée par un univers de fiction, de virtualité. Nous n'avons pas ou très peu de représentations symboliques de la vie. Nous n'avons pratiquement plus de rituels pour l'honorer, la reconnaître, l'accueillir ou la valoriser. Pas de fête pour la magnifier, pas de prière pour l'invoquer, pas de reconnaissance ni de gratitude pour la remercier de sa présence en nous et autour de nous. Ce n'est que depuis quelques années que chaque soir, avant de dormir, je me pose la question. As-tu maltraité ta vie ou celle de quelqu'un aujourd'hui ? Que chaque matin, je me tourne en direction du soleil levant pour une petite invocation timide et tâtonnante, inventée au cours des ans.
que la vivance de la vie de cette journée se nourrisse de plus d'amour et d'énergie. Il me semble qu'une des valeurs à respecter et à transmettre serait justement, à partir d'une meilleure conscientisation, de reconnaître que la vie de chacun d'entre nous, que la vie qui nous entoure, a besoin de notre compassion, de nos soins et de notre vigilance pour s'agrandir, se développer et nous rester bienveillantes. À trop maltraiter la vie depuis si longtemps, mais aujourd'hui encore plus massivement et plus violemment qu'autrefois, nous risquons un appauvrissement, une stérilisation lente, une dévivance certaine et réelle de la vivance de la vie. Apprenons à l'aimer un peu plus en nous pour la respecter mieux autour de nous. Les petits bonheurs. Certains sont tout petits, quelquefois même si minuscules qu'une attention trop distraite les font se perdre à jamais. Je découvre un peu émue qu'ils sont tous précieux et j'aurais envie de dire indispensables à l'équilibre de ma vie. Cette perle de rosée qui s'attarde sur la vitre de ma chambre et qui scintille tel un diamant dans les premiers rayons du soleil m'annonce ce matin que le printemps ne va pas tarder. Petit bonheur que ce bouquet de violettes qui poursuit sa pousse tout au bord du chemin, blotti sous les feuilles brûlées par les derniers dégels. Et tous ces plants qui, pourtant laissés sans protection à la rigueur de l'hiver, se redressent, promesses de fleurs offertes à mon anticipation impatiente. Petit bonheur que le premier chant d'oiseaux dans la nuit sombre et froide. Il est à peine 4h30 du matin et dans le silence de la campagne endormie, un chant s'élève au loin. Me revient une comptine de mon enfance. Ma mère affirmait que le rossignol était de retour chaque fois qu'elle entendait les premières notes du chant de son oiseau préféré scandées sans une seule erreur. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce matin, je compte sur mes doigts. Il y a bien 12 pieds, c'est bien lui. Et un sourire de plaisir m'envahit. Celui du bonheur retrouvé, de mes croyances d'enfant, quand chaque certitude s'accompagnait d'une confirmation de ma mère, énoncée comme une évidence éternelle. Ma chatte, malgré tous les interdits, est nichée au creux de mes reins. Sa présence tiède appelle ma main sur son pelage soyeux. De ses 2 pattes, elle enserre mon bras. On dirait qu'elle me tient. Elle me lèche doucement 2 ou 3 fois, c'est sa caresse à elle. Je la sens vibrer. Elle ne sait pas ronronner, elle vibre seulement. Pas de bruit, un murmure intérieur, subtil, qui emplit ma paume. Elle est heureuse d'être tout contre moi. Elle le dit à sa façon, c'est doux, c'est tendre, c'est bon. Et je peux même entendre, venant du fin fond de son enfance, une expression de ma fille cadette, quand elle disait « c'est bon, c'est encore », ce qui voulait dire « c'est tellement bon que cela ne doit pas finir ». De tels moments savent accompagner la nostalgie que je porte en moi, celle qui s'attache à tous les êtres chers, perdus, éloignés, disparus ou que je n'ai su garder proches. Un autre instant doux quand me revient en mémoire l'émotion d'une fin de vie à l'imminence du départ ultime. Quand je sus dire à cet ami considéré en phase terminale tout contre son oreille « Tu as le droit de mourir, tu sais, tu as le droit de nous quitter, d'aller vers cet ailleurs qui attend chacun d'entre nous. » Il a souri, a rapproché ma tête et a murmuré tout contre ma joue. « Je suis content que tu sois venu. Jusqu'à la fin, tu auras été fidèle à toi-même. » J'aurais pu lui retourner cette parole qui s'accordait si bien à ce que fut sa vie, à la façon dont il la conduisit, la respecta. Un petit roitelet avec sa houppette dentelée est venu se poser sur le tremble bonsaï de ma terrasse. Et sa présence, d'une intensité étonnante, a transformé soudain l'échelle de ma vision. Mon fidèle bonsaï, qui accompagne depuis quelques années mes écritures, si sensible à mes sautes d'humeur qu'il en perd parfois pour me punir toutes ses feuilles, est devenu soudain tout petit à mes yeux. À moins que l'oiseau minuscule ne se soit mué en géant désert. Je l'ai observé un moment sans bouger, laissant ma tasse de thé tiédir au creux de ma main. Ce roitelet matinal est superbe de vitalité. Son envol a créé soudain un vide. L'arbre nain a retrouvé sa taille normale. Une goutte de résine ambrée a brillé de 1000 éclats au bout d'une branche avant de glisser lentement sur la mousse du tronc. J'ai songé soudain à la présence de mes proches qui réveillent en moi l'envie de donner le meilleur de ce que je suis, dont les stimulations sont les appels à me dépasser, à transformer les gestes du quotidien en actes d'amour. Au cours de la journée, certains bonheurs arrivent même par la poste. Des dessins, des textes, des attentions gratuites, bienveillantes qui nourrissent ma relation avec tant d'inconnus. Je dépose quelques cartes, j'expose quelques textes avec lesquels je me sens en résonance sur un coin de la fenêtre pour accompagner la création du jour. Des petits et grands bonheurs, je peux en trouver partout, même dans l'énorme sac poubelle que je m'apprêtais à fermer, quand pour rechercher une adresse que je croyais avoir déchirée, je l'ai vidée sur le tapis de mon bureau et découvert avec stupéfaction un bracelet de vieil argent. Cadeau d'anniversaire que j'avais fait pour les 10 ans éblouis de ma fille.
qui en a aujourd'hui 30 et qui, au téléphone la semaine dernière, se désolait d'avoir égaré son bracelet lors de son dernier passage chez moi. Comment le bracelet a-t-il atterri dans le sac poubelle? Cela est un des nombreux mystères qui jalonnent sa vie et la mienne, dont j'accueille chaque fois la présence et la malice avec émerveillement. Et tous ces bonheurs intimes qui naviguent dans un espace personnel ciselé à leur mesure, inaccessible et étranger à tous ceux qui ne sont pas là pour les recevoir et que je garde en moi, dépôt de fidélité à l'offrande des retrouvailles. Bonheur aussi de ne plus me laisser blesser par le ressentiment, la rancœur, la colère, la rage, qui autrefois me polluaient des semaines entières. Les petits bonheurs déposés dans l'imprévisible d'un instant ne se cultivent pas et ne peuvent se mettre en conserve, car ils sont fragiles et périssables, tout au plus peuvent-ils s'engranger dans les strates secrètes de la confiance que j'ai en la vie. Chômage des consciences et recherche de conscientisation. En période de crise économique ou spirituelle, tout se passe comme si les consciences se ralentissaient, s'immobilisaient, comme si les activités d'élucidation, de conscientisation et même de clarification étaient en baisse d'énergie, se mettaient elles aussi au chômage. Entre le blues de la réussite et l'angoisse du licenciement, la stérilisation de la capacité d'innover fait son nid. L'attentisme et l'assistanat, triomphants, ont castré beaucoup de l'enthousiasme et les désirs des hommes d'aujourd'hui. Autrefois, dans ma jeunesse, j'imaginais qu'un zeste d'insécurité, une pointe d'angoisse, la présence d'une saine inquiétude, comme aurait dit ma grand-mère, était nécessaire pour redynamiser les prises de conscience, restimuler l'esprit et augmenter nos capacités à dépasser non seulement nos doutes, mais aussi nos interrogations paralysantes pour aller vers plus de créativité. Il est vrai que l'état de survie sécrète davantage de force d'action et surtout de réaction que de réflexion, et que les préoccupations de beaucoup se greffent aujourd'hui justement sur la survivance d'un acquis, sur le maintien d'une position, sur la recherche de moyens concrets, matériels, élémentaires ou vitaux pour tenir la tête hors de l'eau, pour ne pas se laisser emporter, pour résister, pour simplement exister, éviter la disparition. Aujourd'hui, les rêves même semblent se dévitaliser, se rétrécir à la mesure d'un quotidien inquiet et se banaliser autour de l'incertitude et de l'attente. De l'attente d'un miracle, d'une solution qui viendrait de l'extérieur, de l'État, du loto. Dans le domaine des relations humaines, qui est le mien, je sens plus fort le retour du réactionnel, la présence plus palpable d'un terrorisme relationnel fait d'urgence, de colmatage, de récupération. Les relations dominant-dominées et les rapports de force qui en découlent créent des tensions ou des leurres qui semblent de plus en plus difficiles à dépasser. L'amplification de l'assistanat, le recours au magique, la foi en la chance ou en des croyances liées à des rituels ou des pratiques pour faire appel à des entités qui seraient des guides ou des anges protecteurs s'amplifie. La culture messianique se porte bien. Beaucoup se contentent de s'écrier « ça ne peut plus durer, il faudra bien un jour faire quelque chose, nous allons à la catastrophe ». Sont seulement dans l'attente d'une réponse, d'une solution, d'un changement radical qui devrait certainement arriver. Il y a aussi paradoxalement la perte du contact avec le divin, la méfiance à l'égard du religieux et en même temps le besoin de se relier à plus de spirituel, avec peut-être les risques soit d'une récupération par ce que j'appelle le spiritualisme ou des pratiques pseudo-spirituelles, soit au contraire une tentation de se réassurer par une rigidification des positions allant jusqu'à l'intégrisme. Le chômage des consciences me paraît en ce sens plus grave que le chômage économique. Allons-nous pouvoir réveiller notre pensée, faire danser à nouveau nos neurones, ouvrir des passages entre le cerveau gauche et le cerveau droit pour découvrir d'autres possibles? Allons-nous prendre le risque de faire chanter et scintiller le présent pour illuminer demain? Il nous appartient de dépasser nos solitudes, de recréer des espaces de convivialité, d'ouvrir des oasis relationnelles, de créer des temps de retrouvailles avec l'espoir de susciter des échanges, de favoriser des rencontres pour faire se confronter des hommes et des femmes en recherche de conscience, en quête de plus de vie consciente. Il appartient à chacun de donner ainsi plus de vie à la vie. Responsabilisation et engagement. Il sera difficile de se sentir heureux si l'on fait porter la responsabilité de tout ce qui nous arrive sur les autres, car cela signifie que nous sommes dépendants des comportements ou des actes d'autrui. Sachant qu'une relation a au moins deux bouts, le fait de me sentir responsable de mon bout peut m'aider à mieux m'engager, à faire confiance à mes ressources, à moins accuser l'autre et ou les autres, et surtout à renoncer à la démission ou à la victimisation en m'appuyant sur le principe suivant. En me reconnaissant partie prenante de tout ce qui m'arrive, je suis bien dans un positionnement responsable. Prenons un exemple qui, dans sa conclusion, va certainement m'aliéner plus d'un lecteur.
Si je marche dans la rue et qu'au 5e étage d'une maison, une dame par inadvertance fait basculer son pot de bégonia et que je le reçois sur la tête, je suis partie prenante de ce qui m'arrive. En effet, je prétends que si je suis réellement centrée sur moi, si je suis en état de vigilance, je ne recevrai pas le pot de bégonia sur la tête. Si je le reçois, c'est que je n'étais pas suffisamment présent dans l'ici et maintenant de la situation. C'est que j'étais décentrée sur un autre événement. Ailleurs, avant ou après. Pendant que je marchais dans cette rue. Je sais que mon affirmation peut choquer, irriter et même me déconsidérer. Aussi, je vais tenter d'en dire un peu plus, non pour convaincre, mais pour préciser l'évolution de ma croyance. Pour accepter que je sois partie prenante de tout ce qui m'arrive, du positif comme du négatif, il me faut dépasser une attitude dominante de notre culture, la victimisation, positionnement de vie souvent lié à l'accusation d'autrui, rendu responsable de tout ce qui m'arrive, et il me faut accepter ma propre responsabilité dans tout ce que je vis et de ce que j'en fais avec toutes ses conséquences. Nous avons trop tendance à accuser les autres, le monde, Dieu, le gouvernement, la société, des incidents de parcours, des malentendus ou des malheurs qui nous arrivent, en faisant ainsi l'économie de notre propre implication, de notre propre mise en cause dans la multiple choix et décisions que nous avons pris en amont d'un événement. C'est en acceptant de me responsabiliser dans mes conduites et leurs effets que je deviens réellement co-auteur de toutes mes relations. Être responsable ne veut pas dire fautif. Une relation a toujours deux bouts. Il m'appartient d'être responsable de mon bout. Être responsable, entendons-nous bien, cela ne veut pas dire être fautif, ne veut pas dire être coupable. Cela veut dire que je me sens conscient, concerné, engagé par tous mes actes et leurs conséquences directes ou indirectes, cela dans toutes les situations de mon existence. Je ne peux pas gérer le bout de la relation qui appartient à l'autre, mais je suis bien responsable de la façon dont je reçois ces messages. Si l'autre me dit quelque chose et que je me fais souffrir avec cela, je suis bien responsable de la souffrance que je viens de créer en moi. C'est quelque chose de difficile et parfois même d'insupportable à intégrer parce que cela nous déloge de tous les alibis, de toutes les excuses ou plaintes, de toutes les conduites d'irresponsabilisation. Cela nous invite à renoncer à cette tendance de nous défausser sur l'autre, de vouloir mettre en cause l'autre bout de la relation et d'éviter ainsi de prendre en charge ce qui concerne notre extrémité. Si je souffre parce que celle que j'aime me quitte, je suis responsable des émotions que je produis, de tout ce que je ressens, de tout ce qui me traverse et des actes qui vont en découler. Comment avancer vers la responsabilisation ? Je vais surprendre, mais je crois que c'est dans le fait de rencontrer des personnes, d'avoir devant soi quelqu'un qui sait se définir, se situer, dire où il en est, que cela peut m'apprendre et m'aider à me positionner. Ainsi, face à leur propre positionnement, à leur cohérence interne, je pourrais à mon tour me définir, m'affirmer, me responsabiliser. Je pense d'abord aux parents, aux professeurs, aux amis, à un partenaire proche, à un maître s'il en a un, ou à un accompagnant. Je fais référence à quelqu'un qui soit suffisamment stable pour nous permettre à la fois de nous confronter à lui et de nous confronter avec les zones d'ombre et de lumière qui nous traversent. Est-ce que j'ai rencontré dans mon existence des êtres qui se sont définis avec suffisamment de clarté, de cohérence pour rester en accord avec eux-mêmes et suffisamment ouverts pour m'accueillir dans mes tâtonnements, mes erreurs, mes différences et même dans mes excès ? Je suis capable de développer de la cohérence et de l'amour en moi quand je suis capable de me confronter à des personnes qui vont m'accepter avec mes possibles et mes limites. Je suis en accord, en harmonie avec moi-même quand je peux dire oui ou non sans me blesser, sans me culpabiliser. Je suis en paix à l'intérieur s'il m'est possible d'accepter le oui ou le non de l'autre avec ce qu'il est à ce moment-là. Que je puisse accueillir, amplifier ou être déçu par ce qui vient de l'autre, tout cela sera de ma seule responsabilité. Si je peux entendre le oui ou le non de l'autre sans m'effondrer, peut-être me sera-t-il possible d'accepter sa réponse sans tomber ou me perdre dans le réactionnel sans être envahi et déstabilisé par des sentiments négatifs. Et cela aussi sera bien de ma seule responsabilité. Savoir communiquer avec autrui, c'est apprendre aussi à faire la paix avec soi-même. Si communiquer veut dire mettre en commun, un des enjeux de cette mise en commun sera lié à la qualité de la communication que j'aurai avec moi-même et donc aussi à la crédibilité que je peux m'accorder, c'est-à-dire la confiance que je peux me faire.
L'existence est pleine de cadeaux, mais nous ne savons pas toujours les recevoir. Si nous les amplifions, ce sera notre façon de nourrir la vie. C'est un véritable apprentissage que celui d'apprendre à recevoir, à laisser venir jusqu'à soi ce qui vient de l'autre, de la vie, sans le minimiser, le galvauder ou le disqualifier. Dans le mot confiance, je vois deux mots. D'abord, le mot foi. J'ai confiance quand j'ai foi en l'autre, quand j'ai foi en moi et surtout quand j'ai foi dans mes ressources et dans ma capacité à affronter l'inconnu. Puis il y a aussi le mot fiabilité et au-delà de la notion d'engagement. J'ai confiance quand je suis capable de m'abandonner. Je me fais confiance quand je lâche prise sur des certitudes ou sur des croyances. Je me fais confiance quand j'accepte que la vie ne soit qu'une succession de naissances. Passer notre vie à naître au meilleur de nos possibles, c'est accéder à des renoncements. Élaguer pour accepter de grandir, défusionner, se séparer, se différencier, s'éloigner, pour accéder à cette liberté intérieure faite d'autonomie et de lien, de solitude et de convivialité, de silence et de partage. Le propre du vivant sur la planète Terre, c'est qu'à l'intérieur d'un cycle de vie, il existe une conception, une gestation, une naissance, une croissance, une amplification, un passage pour une transformation, un changement d'état appelé la mort. Retrouver à chaque étape ces chemins de vie que sont la confiance, le respect et l'amour de soi pour avancer avec le meilleur de ses potentialités. Croître quand nous savons qu'il y a urgence, que la vie actuelle autour de nous se stérilise de plus en plus, pour mieux s'engager autour d'enjeux forts, essentiels. L'éducation, la justice sociale, la tolérance, l'égalité, le respect et le nourrissement de la vie. Aujourd'hui, quand nous mangeons une tomate au mois de décembre qui a été élevée sur un lit de sable avec du nitrate, elle ne contient aucun principe vital. La tomate que nous mangeons au mois de juillet, parce que nous l'avons élevée dans notre jardin, respire, elle rayonne d'énergie, elle est porteuse de vie. Aujourd'hui, nous sommes plus que nous ne pouvons l'imaginer, en danger de non-vie. Cela se joue autour d'une alimentation stérile ou d'une nourriture de plus en plus dévitalisée, ou sur le plan de la circulation d'énergie négative entre les individus, de maltraitance de la nature ou d'agression des forces vives de l'univers. Je ne suis ni pessimiste ni désespéré, seulement plus attentif, plus sensible peut-être qu'autrefois, quand je souligne qu'un des enjeux possibles du développement humain, c'est de retrouver ce pouvoir de vie, cette capacité d'agrandir l'énergie d'amour qu'il y a en chacun pour l'offrir sans contrepartie autour de nous. Le respect de soi devient source d'engagement et de respect pour le monde des vivants qui nous entoure. Il y a beaucoup de points communs entre l'écologie et la communication. L'écologie traite de la possibilité d'une relation harmonieuse entre les humains et la planète Terre. Nous avons encore aujourd'hui vis-à-vis de notre planète Terre une relation d'exploitation, d'aliénation et de violence. Nous outrageons et violentons la couche d'humus. Nous polluons et blessons en permanence l'environnement. Nous rejetons des déchets de plus en plus toxiques dans les océans, quand nous savons que ce sont les océans qui sont vraisemblablement assurer notre survie dans les prochains siècles. Depuis globalement 50 ans, une conscientisation nouvelle est née pour changer progressivement notre relation à Gaïa, à cette planète mère porteuse de l'humanité. Nous découvrons avec étonnement et gratitude qu'elle est unique, bienveillante, généreuse et incroyablement accueillante à la vie. Et nous commençons, me semble-t-il, à découvrir que nous pouvons l'honorer. Chaque fois que je te prendrai quelque chose, devrait-on lui dire, je te donnerai aussi quelque chose. C'est ce que pratiquaient les Amérindiens. Quand ils puisaient dans la nature, ils s'excusaient et remerciaient du don emprunté et reçu. Ils faisaient une offrande en retour pour rendre à la nature ce qu'ils lui avaient pris. Aujourd'hui encore, la plupart des humains sont loin de tout cela. Il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr, pour nous réconcilier avec la Terre, avec des pratiques moins terroristes à son égard. Changer notre regard pour prendre soin d'elle et commencer à l'aimer. Changer la relation d'exploitation, d'asservissement en une relation nouvelle faite de plus de convivialité, d'amour, de respect et de partage. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui, me semble-t-il, prennent conscience de la nécessité d'établir plus de relations en réciprocité, de s'ouvrir à la tendresse dans leur relation à l'univers. Il en est de même pour toutes les relations humaines. Depuis quelques décennies, il y a une accélération dans l'augmentation des conduites violentes, un endurcissement, une déshumanisation dans les rapports humains et d'une certaine façon un appauvrissement dans la qualité des échanges interpersonnels.
Une classe de nouveaux pauvres a fait son apparition, constituée par tous les affamés du partage, par les déshérités de la convivialité, par les laissés-pour-compte perdus dans l'anonymat des grandes métropoles. Revenir à des pratiques plus conviviales, plus solidaires, plus créatrices, constituera les prémices pour une écologie renationnelle acceptable pour la plupart d'entre nous. Il nous faudra pour cela cultiver une qualité d'ouverture, de tendresse et de compassion comme base au respect d'autrui. Apprivoiser la tendresse. La tendresse, c'est en quelque sorte la sève de la vie. Quand dans une relation ne circule pas de tendresse, la vie reste en attente, en retrait, en quelque sorte, en jachère. La tendresse n'est pas un sentiment, c'est une qualité de regard, une qualité d'écoute, de contact, de sourire. C'est aussi une qualité plus sensible de l'énergie qui va passer entre les êtres. C'est une ouverture pour plus d'abandon, de confiance proposée, reçue, amplifiée et redonnée dans le cycle de l'amour vivant. La tendresse, c'est ce dont nous avons le plus besoin et c'est en même temps ce dont nous avons le plus peur parce que qui dit tendresse dit aussi proximité, rapprochement, lâcher prise et ouverture. Une censure de la tendresse est liée à la peur de l'envahissement, de l'intrusion, la crainte que si l'autre s'approche trop près, il me dépossède de quelque chose de moi. C'est aussi la peur parfois d'une irruption, de l'érotisation dans un contact vécu comme proche, intime, au plus libre. Apprendre à recevoir pour pouvoir donner. Nous sommes trop souvent des handicapés du recevoir, car nous ne savons pas accueillir. Souvent, quand nous recevons, nous nous sentons obligés de rendre, de redonner. Beaucoup de personnes, sitôt qu'elles ont reçu quelque chose, ont le sentiment d'être en dette. Nous avons du mal à recevoir les marques d'attention positives ou simplement bienveillantes, avec une tendance à les minimiser ou à les banaliser. C'est un véritable apprentissage que d'apprendre à recevoir, à laisser venir ce qui vient de l'autre, de la vie, le laisser se déposer en nous, s'amplifier à l'intérieur de soi. Oui, je le répète une fois, accueillir, laisser germer, fleurir et accepter de moissonner, de vendanger ces fruits de la confiance, de l'abandon. Si nous avons su recevoir, il est vraisemblable que notre rayonnement redonnera à l'univers le centuple de ce que nous avons reçu. Lorsque nous quittons, par exemple, quelqu'un de proche ou qui nous est cher, si nous avons reçu pleinement ce qui est venu de lui, s'il a reçu lui-même ce qui est venu de nous, nous ne sommes pas tristes de nous quitter ou de nous séparer. Car si nous avons reçu de lui, nous restons habités par le plein et le bon partagé. Par contre, si nous sommes insatisfaits, c'est qu'il a manqué quelque chose dans la rencontre et le partage. C'est que nous n'avons pas su peut-être accueillir et recevoir ce qui nous est venu en cadeau, ce qui nous est venu en don, en offrande si gratuite ou si imprévisible que nous sommes passés trop rapidement à côté. N'oublions pas que nous avons tous reçu en dépôt, au début de la vie, un cadeau extraordinaire, une somme d'amour et d'énergie de vie. Si nous nous contentons de puiser dedans, si nous la consommons, nous allons l'épuiser sans la renouveler. Si au contraire, nous l'agrandissons, si nous l'amplifions, quand nous allons mourir, c'est cette entité nouvelle et enrichie d'amour qui reviendra à la vie universelle, à l'univers où quelqu'un viendra puiser à son tour. Ainsi, l'existence est pleine de présents, mais nous ne savons pas toujours les recevoir. Si nous les amplifions, ce sera notre façon de nourrir la vie et de nous engager ainsi à plus d'humanité. Laisser se déposer en nous, laisser germer à l'intérieur de soi les possibles d'un échange. Accueillir, arroser, laisser fleurir, puis accepter de moissonner, de vendanger les fruits du partage, de l'abandon, du lâcher-prise.